Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cet après-midi qui est dans la continuité de notre journée dédiée au CX Summit Eloquent 2022. Alors, quelques petits rappels pour ceux qui nous rejoignent ou qui n'ont pas suivi les sessions de ce matin. L'idée, c'est de vous proposer différents ateliers d'une petite heure, d'avoir un échange avec nos invités. N'hésitez pas, l'idée c'est que ça soit vraiment interactif sur le plateau, mais aussi avec vous qui nous suivez. Donc vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat tout au long de nos échanges. On gardera un petit temps à la fin de l'intervention pour pouvoir les traiter. Et puis, je vous rappelle également que tout au long de cette journée, on vous propose de gagner le livre de la culture client, qui est le livre rédigé par Guillaume Antonietti et Daniel Ray. Et pour ça, il va falloir être un petit peu attentif, puisque à l'issue de notre table ronde, Chantal vous posera une question à laquelle vous pourrez répondre dans le chat, et le ou la plus rapide gagnera ce livre-là. Donc n'hésitez pas. Moi, je suis ravie de vous accueillir. Je suis ravie à double titre. Le premier, c'est parce que j'ai des intervenants passionnants. Et puis le deuxième, c'est parce que notre thématique l'est tout autant. On va vous parler du complaint model. Et si vous transformiez l'insatisfaction client en levier business? Vaste enjeu, belle question. Et pour la traiter, j'ai avec moi, on va passer à la petite slide de présentation. Donc, Julie Charrier, tu es responsable marketing à la Compagnie des Alpes. Oui. Bienvenue. Et puis, Marie-Louis Julien, tu es déléguée générale de la marque. Bonjour. Bonjour. Je vous propose du coup, pour lancer nos échanges, que vous présentiez rapidement à la fois la Compagnie des Alpes, parce que je pense que plein de gens sont passés par la Compagnie des Alpes sans forcément le savoir. Et puis de la même manière, la marque, tout le monde a entendu parler de la marque, mais ça vaut peut-être le coup de rappeler, ne serait-ce que ce que signifie par exemple la marque. Lequel de vous deux veut... Allez, honneur aux dames. Bonjour à tous. La Compagnie des Alpes, c'est une entreprise phare de l'univers des loisirs. On a deux activités principales. On intervient dans la gestion de parcs de loisirs, de parcs d'attractions, dont des marques qui sont assez connues. Le parc Astérix, par exemple, le Futuroscope, on peut citer les parcs Walibi également. Et également un second métier qui est le métier historique du groupe, la gestion de domaines skiables et de domaines de montagne plus largement, avec là aussi de belles marques comme La Plagne, comme les Menuires, comme encore Val d'Isère dans les Alpes. Magnifique. Et en termes de postes, sur les différentes missions que tu couvres, tu peux nous en dire deux mots ? Oui, alors moi je suis responsable marketing justement pour cette deuxième branche que l'on vient d'évoquer, les domaines skiables. Et j'ai en charge le pilotage de l'écoute client, toutes les enquêtes clients pour les destinations de montagne. Merci. Du coup, même chose. Et donc pour la marque, pour répondre à ta première question, AMARC, Association pour le management de la réclamation client, on atteint l'âge de la maturité cette année. Je crois qu'on arrive à nos 18 ans. Je présente souvent l'association. Vous êtes majeur. Ouais, ça y est, on y arrive. Non, mais petit à petit, et vacciné. Je le présente souvent comme une auberge espagnole. C'est-à-dire qu'en fait, on a au sein de notre communauté des professionnels qui ont ce qui était une intuition ou une conviction, qui est la réclamation peut être une opportunité, notre fameux slogan « Transformer le pépin en pépite ». Et chacun vient apporter ses bonnes pratiques ou chercher des astuces pour progresser sur ce long chemin. Voilà. Et dans le cadre de tes fonctions de délégué général délégué général, c'est un peu factotum, donc on fait beaucoup de choses. On a une petite équipe, on est 5, on a un conseil d'administration également de 12 valeureux guerriers qui sont dans leurs entreprises. Entreprises assez diverses, on va avoir du BNP Paribas Cardiff, on va avoir du Disney, on va avoir du Renault, du Toyota, bref, pas mal de boîtes qui représentent les membres au sein de l'association, au sein du bureau, au sein du conseil d'administration et qui nous reprêtent leur cerveau pour avancer dessus. Pour avancer. Donc, on va avoir pas mal de projets qui vont être des groupes de travail pour élaborer des outils, des conventions qui sont un peu la phase émergée de l'iceberg, de la veille, bref, pas mal de choses. Et puis beaucoup d'insights, du coup, pour tous les professionnels de la relation client. Alors, on va s'attaquer doucement à notre thématique du jour. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on
l'aborde via le fil rouge de notre CX Summit 2022 qu'on a placé sous l'égide de l'effet waouh. Et du coup, moi j'aimerais bien votre avis à tous les deux sur cet effet waouh, ce que vous en pensez, la manière dont vous le considérez, vous l'intégrez dans vos réflexions. On peut commencer par toi, Marie-Louise. Voilà, du coup, on est dans une période où on a des navigateurs qui arrivent à la fin de la route du Rhum. Et ça me fait penser à ce qu'avait dit Jean Le Cam à l'arrivée du Vendée Globe, je crois, il y a 1 an et demi, une phrase qu'il reprend souvent, et que je déforme légèrement, mais qui était trop dire fait rire, bien faire fait taire. Il y a peut-être aujourd'hui un plaisir à effectivement parler d'effet waouh. Je pense que nos entreprises sont effectivement dans une quête de laisser une empreinte mémorable positive. Mais si on revient à la racine même de cet effet waouh et de sa définition, on entend parler par là d'enchantement. Quand on va dans la définition, dans le petit Robert, je crois qu'on entend parler de magie. Je ne sais pas si toutes nos marques vendent de la magie à tour de bras. Voilà, viser quelque chose qui soit très positif, je pense que c'est quelque chose de nécessaire, je pense que c'est quelque chose de souhaitable, mais il ne faut pas non plus peut-être se concentrer sur quelque chose qui peut être très chronophage. Je pense que déjà, si on assurait l'ensemble des basiques, ça serait pas mal, et je pense que là-dessus, le traitement de la réclamation client, sans vouloir me cornériser tout seul dans ce qui est un peu notre cœur de métier, je pense qu'on aurait déjà fort à gagner à mieux traiter le client, notamment quand il est insatisfait. Commencer par les basiques, donc. Oui, je pense, moi, si on fait un parallèle qui est souvent court, notamment dans l'univers de la restauration, si on n'est pas capable d'être bon sur les points d'hygiène, vous pouvez faire ce que vous voulez pour enchanter le client, voilà, vous ne serez pas au rendez-vous. Et je pense que souvent, on parle peut-être beaucoup de l'enchantement, de l'effet waouh, mais ça me fait penser un peu à ce qu'avait dit d'une autre manière Lucchini sur un plateau télé à l'époque avec Pujadas. Et du coup, Lucchini, alors avec une verbe qui n'est pas la mienne, et donc je me prêterai pas à l'imiter, mais en gros, avait balancé à Pujadas. Je rêverais d'être de gauche, mais c'est beaucoup trop d'exigences, l'exigence morale, un don de soi à l'autre, etc. Alors que quand on n'est pas de gauche, on peut se permettre de ne pas être parfait, d'être médiocre. Être de gauche, c'est beaucoup trop de devoirs, alors que être de... Bref, on voit bien que derrière cette notion peut-être entre l'excellence client et la réclamation client, et Lucchini de finir... en reprenant une phrase de Céline qui était Madame Bérange, elle visait bas, elle visait juste, et qui était de se dire, voilà, peut-être que ça fait beaucoup parler l'enchantement client, et une fois de plus, il faut s'en occuper, mais je pense que la réalité, souvent, elle est quand même sur le fait qu'on n'est pas capable déjà de satisfaire les clients. Donc, je pense qu'il ne faut pas se tromper de gare. L'iceberg, il faut peut-être s'occuper de Je tout pense ce qu'il ne qui faut pas se peut tromper faire de gare. chavirer. Avant de se demander quelle est la couleur qu'on veut mettre en papier peint dans le métaverse, pardon. Je pense que déjà bien traiter ses clients, c'est déjà pas mal. Et du coup, en miroir, Julie, est-ce que toi, tu as le même regard, ou peut-être un regard complémentaire ? Un regard assez proche finalement. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'effet waouh, d'enchantement client. Et ce qui est intéressant, c'est de gratter un petit peu ce qu'il y a derrière pour comprendre finalement quel est l'impact de tout ça. Alors si je parle du coup de la Compagnie des Alpes, notre leitmotiv, c'est de faire vivre des moments mémorables à nos clients, des moments inoubliables. Il ne faut pas oublier qu'on parle de vacances en fait. Et les vacances, projetez-vous dans votre univers aussi, du quotidien. C'est une parenthèse, c'est quand même un moment à part. Les différentes études dont on dispose et que l'on mène sur le sujet, et encore des études très récentes que l'on a menées conjointement, Compagnie des Alpes avec l'Obsoco, montrent que ce que les clients recherchent en vacances, ça va être un moment de rupture, des retrouvailles avec les proches, se ressourcer. Donc ça veut dire que les clients qui vont se rendre dans une station de ski, qui vont vivre un séjour au ski, vont venir avec des attentes toutes particulières. Et donc on hérite de ces attentes qui sont fortes, et forcément ça va nous inciter, nous, Compagnie des Alpes, à essayer de livrer la meilleure expérience possible et à aller chercher cet enchantement client. Donc l'enchantement client, la très grande satisfaction client, ça fait vraiment partie de la stratégie Compagnie des Alpes, et c'est un des piliers stratégiques du groupe depuis de nombreuses années déjà. C'est pas un hasard, parce qu'on se rend compte que cet effet waouh, cet enchantement client, quand les gens repartent avec, à l'issue d'un séjour à la Plaine, par exemple, ils vont avoir tendance à beaucoup plus nous recommander, revisiter la destination, que quand ils repartent en étant satisfaits, mais quelque part juste satisfaits. Donc il y a vraiment une réalité derrière tout ça. Mais pour autant, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs.
Et je te rejoins complètement, Marie-Louise, c'est-à-dire que avant de chercher à tout prix à aller chercher cet enchantement client et cet effet waouh, il faut s'assurer que quelque part on est véritablement béton sur nos basiques. Alors quand je dis ça, être béton sur nos basiques, ça veut dire au niveau d'un séjour au ski, ce qu'attendent les clients, c'est déjà d'arriver dans une destination qui va être propre, d'avoir un domaine skiable, puisque c'est ce que reviennent chercher les clients, c'est quand même aussi le ski, etc. Donc d'avoir un domaine skiable de qualité, que la sécurité soit garantie sur les pistes, etc. Donc ça, ce sont vraiment des éléments basiques sur lesquels on s'attache quotidiennement à livrer la meilleure expérience possible et à être quasiment irréprochable, quoi. Et une fois qu'on est sûr de ce qu'on livre en termes de service à nos clients sur ces éléments basiques, il est vrai qu'on ouvre un petit peu finalement l'univers des possibles et qu'on va s'intéresser à ces éléments complémentaires. On remonte un petit peu la pyramide, donc avec d'autres types d'actions autour, par exemple, des animations, d'autres loisirs qui peuvent être proposés autour du ski, qui vont aussi nous aider à finalement aller chercher l'enchantement client chez nos clients. Donc voilà, donc le message finalement, c'est être vraiment solide sur ces basiques avant d'aller rechercher l'enchantement client et l'effet waouh. Et je te rejoins, Marie-Louise, aussi sur le fait de dire qu'au final, le sujet de l'insatisfaction, le traitement des réclamations clients, ça peut être un moyen finalement de partir d'une insatisfaction et de transformer tout ça en satisfaction, voire en enchantement client. Le fameux pépin qui devient pépite, qui est votre marque de fabrique. Alors, du coup, on va commencer par là. On va s'occuper de la base de la pyramide. À ce titre-là, Marie-Louise, qu'est-ce que tu peux nous dire en quoi le traitement d'une réclamation peut être justement source de satisfaction? Et puis derrière, c'est ce qu'on disait, hein, satisfaction, c'est la satisfaction en tant que telle pour le client. Mais derrière, ça veut dire pour les marques de la fidélité, de la recommandation. Autrement dit, un vrai levier business. Je vais passer pour le fashion service, mais ça ne serait pas la première fois. Je pense que la première chose, c'est... En plus, c'est très français. On en échangeait encore en début de semaine avec Laurent Garnier, qui nous reparlait encore du bouquin d'Algan et Cahuc sur la défiance des Français à l'égard de tout ce qui représente une quelconque autorité ou une quelconque légitimité. Donc, nos politiques, ça va de soi, nos administrations, mais également nos marques. C'est également un point avec Bain aussi, qui avait posé la question au miroir au DG pour savoir, d'après eux, pensaient-ils que leur marque propose vraiment une expérience mémorable? Et donc 80% des DG répondaient oui. L'intelligence de leur questionnaire, ils avaient posé la même question aux clients. Et seulement 8% cette fois-ci des clients identifiaient leurs expériences de consommation comme mémorables. Donc déjà, on voit la défiance. Une vraie divergence. Exactement, entre ce que pense produire l'entreprise et ce que vit réellement le client. Ensuite, la défiance du client, des consommateurs ou des citoyens, on peut le décliner, des patients, tant qu'on veut, par rapport à les administrations, par rapport à nos marques, par rapport à nos représentants, est telle que aujourd'hui, pour reprendre encore autre chose, les Français sont paradoxalement les moins réclamants, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est pas là un bon signe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une telle défiance à l'égard de nos services clients, à l'égard de nos représentations, qu'en fait, ils ne veulent même pas perdre de temps. C'est-à-dire, à quoi bon perdre du temps? Donc, c'est une double peine. Grattage, tirage. Moi, j'ai perdu lors de l'achat de mon service ou de mon produit, et en plus, je sais que je n'aurai rien. Donc, ça ne sert à rien de perdre du temps. Donc, c'est là où il faut bien voir, effectivement, la réclamation comme une opportunité, ce que disait Julie, dans le sens où, finalement, le client qui vient réclamer, il a encore un minimum de confiance. Et bien souvent, et d'ailleurs, c'est des choses qu'on peut voir de manière très opérationnelle au téléphone, c'est ce que nous disent les managers, les équipes, les encadrants. Ça nous arrive certaines fois d'avoir des clients qui écrivent mail, courrier, ce que vous voulez, de manière extrêmement virulente. Vous les rappelez, ça se dégonfle tout de suite parce qu'ils s'attendaient certaines fois même pas à avoir de réponse. Finalement, ce que tu me dis, ça me fait beaucoup penser à la table ronde qu'on a eue en fin de matinée. Et on avait une de nos clientes qui est Veolia, qui, elle, faisait le parallèle avec le fait que le feedback client, c'était un cadeau. Enfin, la réclamation client, c'était un cadeau. Et que tout le rôle de l'entreprise, c'était de s'assurer que ce cadeau, ça ne devienne pas un cadeau empoisonné. Tous les cadeaux peuvent être empoisonnés, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une véritable opportunité. Mais c'est vrai que pour partir d'un pépin à une pépite, déjà, il faut aller attraper le pépin. Et c'est vrai qu'en cela, la réclamation, si elle est captée, elle permet d'identifier ce qui ne fonctionne pas. Et donc, qu'est-ce que je dois améliorer dans certains cas, où dois-je innover?
quelle rupture je dois avoir. Par exemple, c'est le cas d'Uber et G7. Ce qui est super, je trouve, avec Uber, c'est que on connaît tous l'histoire de comment ça a explosé le modèle de la mobilité des compagnies de taxi parisiennes classiques. Uber a installé un nouveau standard dont on pensait qu'il serait probablement fatal au taxi. Il y a une famille, notamment la famille Rousselet, pour la citer, qui s'est dit soit on change, soit on crève, et qui a pris un parti de soigner avec un remède de cheval, qui a été à la fois de changer son parcours en digitalisant la totale, d'avoir un parc qui soit vert, et aujourd'hui c'est le cas, et en plus de former l'intégralité des équipes. Et donc on voit bien que la réclamation, l'insatisfaction générée par cette industrie leur a permis complètement de basculer dans autre chose. Et ce qui est hyper intéressant, plus encore, et plus preuve d'espérance, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde Uber par rapport à G7, c'est peut-être très personnel, peut-être que je ne représente pas grand monde, mais moi ça fait bien longtemps que j'ai dégagé Uber, au profit de G7 qui est revenu. Donc la réclamation, je pense que, le client, certaines fois, il s'attend tellement à rien que lui répondre, il y a de la courtoisie, c'est de la courtoisie, et déjà, dans certains cas, malheureusement, c'est déjà une surprise très positive. C'est une capacité d'innover. Là, c'est un exemple, mais on pourrait en prendre plein d'autres. Et ensuite, sur un plan financier, et on le verra tout à l'heure, notamment avec le cas de la Compagnie des Alpes sur le Complete Model, c'est pas du tout une approche de bisounours qui consisterait à dire c'est très friendly, il faut être gentil les uns pour les autres. Traiter la réclamation, c'est ni plus ni moins que d'aller chercher qui est pas content pour le resatisfaire, le refidéliser, doper la recommandation. Et on est dans une économie de la recommandation et qui permet une meilleure performance financière. Et donc, au final, tout le monde est content. Parce que, le client, on sert à ça. L'entreprise, parce que ça lui permet de revoir différemment la transformation, et puis l'actionnaire, ça ne fait pas un pli. Des clients satisfaits, des clients engagés font des actionnaires heureux, et pas que des collaborateurs heureux. Voilà. Alors du coup, peut-être que Julie, tu peux nous illustrer ça au niveau de la Compagnie des Alpes, et peut-être nous expliquer en quoi le feedback, même dans ce qu'il a de négatif, ou peut-être justement dans ce qu'il a de négatif, est quelque chose de précieux pour vous. Oui, alors le feedback négatif est précieux, mais j'irai plus loin que ça. En fait, je dirais que tous les feedbacks sont précieux, qu'ils soient bons ou moins bons. Un feedback positif ou négatif, finalement, c'est déjà une marque d'attention de la part du client vis-à-vis d'une marque, en l'occurrence chez nous, vis-à-vis d'une station de ski. C'est du temps que le client a consacré pour nous faire part de son ressenti. Donc rien que par rapport à ça, on se doit d'en prendre soin et finalement d'y porter une attention toute particulière. Alors, à la fois, les feedbacks positifs, ils vont nous aider dans le sens où ils peuvent nous conforter dans une stratégie, ils peuvent nous conforter dans nos choix, voilà. C'est aussi c'est source de motivation pour les équipes que de recevoir des feedbacks positifs. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ce sont aussi beaucoup de feedbacks que l'on reçoit et qui font du bien. Et à contrario, les feedbacks négatifs, finalement, ils nous aident, quoi. C'est quelque part, ça nous pousse à réagir, ça nous pousse à innover. Et à la Compagnie des Alpes, c'est aussi ce qui va nous guider ou réorienter finalement certaines décisions, certains investissements. Alors pour illustrer un peu le propos, je peux vous parler par exemple d'un constat qu'on a fait dans la station des Arcs, où les clients nous disaient, les clients débutants notamment, nous disaient être pas pleinement satisfaits des pistes vertes qui sont finalement vraiment, dans notre esprit, adaptées à un public débutant, parce que les pistes vertes, pour les personnes qui connaissent moins, ce sont les pistes les plus accessibles, les plus faciles. Et pour autant, les clients débutants... La bleue, la rouge et la voilà, verte. Après, on monte crescendo dans les couleurs. Et malgré cela, malgré ce code couleur, on a un public débutant qui va nous dire ne pas se sentir forcément à l'aise sur ces pistes vertes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont empruntées certainement par des débutants, mais également par d'autres types de publics, tout simplement parce que c'est une piste qui permet de rejoindre un point A, d'aller d'un point A à un point B. Donc, ce qu'on a fait par rapport au retour client, c'est que la Station des Arcs a décidé de développer des espaces particuliers, des espaces de progression qui sont dédiés à ce public débutant, qui ne sont pas des pistes avec une couleur vert, bleu, rouge ou noir, et qui sont vraiment aux abords des pistes, complètement clos, où ce public de débutants va pouvoir évoluer à son rythme, avec des modules un peu ludiques, etc. Donc là, c'est un exemple où le feedback client, finalement, a accéléré une décision et permis d'améliorer, finalement, les services que l'on peut rendre pour que l'expérience soit toujours la meilleure possible.
Du coup, ça a été déclencheur d'action. Et ce feedback, est-ce que tu peux nous préciser comment il avait été recueilli? C'était via vos enquêtes de... Alors ça, oui, typiquement, c'est un feedback qui est recueilli par le biais de nos enquêtes de satisfaction. Donc on monitore la satisfaction de nos clients en s'intéressant à toute l'expérience qu'ils peuvent vivre quand ils viennent dans une destination de montagne, dans une destination de ski. Et donc à l'issue de leur séjour au ski, on les interroge. Et c'est lors de l'analyse de ces résultats qu'on arrive à identifier les points sur lesquels il y a matière à engager des actions, quoi. Et en l'occurrence, là, il y avait un irritant que vous avez choisi de traiter. Voilà, par rapport à un public particulier. Un autre exemple, cette fois-ci, qui n'est pas sur le domaine skiable, pour parler plus de la destination aussi au sens large. Au Ménuire, par exemple, le programme d'animation a été complètement revu, également en repartant du diagnostic qu'on peut tirer de ces enquêtes clients. Et donc, la station et l'Office du tourisme a finalement mis en place un programme d'animation du début de saison jusqu'à la fin, plus lisible pour les clients, plus lisible aussi pour les professionnels de la destination qui, avec des moments forts assez récurrents tout au long de la saison, étaient capables finalement de mieux communiquer les événements et les animations aux clients qui arrivent chaque semaine dans la station des Ménuires. Donc ça aussi, c'est issu de l'analyse des feedbacks clients. Et on voit après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une enquête de satisfaction, on en tire des enseignements, on essaie de mettre en place finalement des actions pour s'améliorer, et on arrive à reboucler un petit peu la boucle, puisqu'on mesure toujours cette satisfaction chaque année, et on voit que sur, par exemple, les exemples que je viens de vous citer, que ce soit aux Arcs ou au Ménuire, on a fait évoluer finalement les notes données par nos clients sur ces sujets-là. Et du coup, effectivement, on est dans un système d'amélioration continue, puisque vous avez en fil continu le fait de pouvoir mesurer, et puis derrière de pouvoir mesurer concrètement l'impact de ce que vous décidez. Du coup, on le voit, c'est vrai que ces réclamations, ça permet derrière d'actionner des choses très très concrètes. Pour autant, on le sait, la gestion des réclamations, ça reste quelque chose de compliqué. Je dirais même, ça reste un métier. À ce titre-là, est-ce que, en tant qu'expert, tu pourrais nous donner quelques clés dans la gestion de ces réclamations? C'est tellement un métier que je ne descendrai pas sur la gestion en tant que telle, au niveau du traitement. Là, je laisse ça à des vrais experts. On en a chez nous des vrais formateurs. Sur la partie, effectivement, gestion au sens management de la réclamation client, et donc c'est tout ce qui peut relever, entre guillemets, de l'ingénierie pour faire en sorte de l'attirer, de l'utiliser, donc de bien l'exploiter derrière. Une image qui me parle, j'espère qu'elle vous parlera aussi, c'est ce qu'avait évoqué Jeanne Bordeaux à l'époque, c'était la notion de marque ange gardien. Et qui était de dire finalement aujourd'hui, notamment nos clients, quand ils s'adressent à nous, c'est qu'ils sont souvent paumés. Nous, service client, on appelle rarement un service client pour se faire plaisir. Moi, je ne connais pas beaucoup de monde qui soit dans cet état d'esprit-là. Et souvent, effectivement, la sollicitation du service client vient quand il y a eu un incident dans la relation client. C'est un peu à ce moment-là, d'ailleurs, où on voit si le parachute qu'on a acheté, à savoir le service client, fonctionne ou pas. Et donc, en gros, est-ce que c'est à ce moment-là où je découvre que j'ai une super paire de cornes sur la tête, ou au contraire, est-ce que j'ai eu raison de faire confiance à la marque auprès de laquelle j'ai acheté le service ou le produit? Effectivement, souvent, c'est un moment de vérité, en fait, pour beaucoup et encore plus dans certains secteurs, où le fait de recouvrir, je pense notamment à l'assurance, où on voit bien que le moment de vérité, c'est au moment où on a besoin de l'assurance. On peut le généraliser aux marques, le moment où la marque tient sa promesse ou pas, ça va être la manière dont elle va être capable de traiter la demande client. Non, mais je pense que c'est... Alors, si je dis le moment de vérité, on va me dire oui, mais il est gentil, il a un prisme qui est celui de l'association dans laquelle il est, c'est évident, mais de mon point de vue, il y a deux moments, probablement, il y en a plein d'autres, mais dans les moments importants, je pense qu'il y a le moment de la vente et il y a le moment de la réalisation, ou en tout cas du moment où ça commence à partir en vrille. Le moment de la vente, c'est ni plus ni moins que le fameux Under Promise et Over Deliver je crois que c'est Bezos là-dedans, et Bezos, Jeff Bezos pour Amazon, la manière dont Amazon a été positionné, c'est de dire notre job, c'est de solutionner les problèmes. Et je pense que le job d'une marque, où ça va être un Philippe Moiti dans une approche économique, c'est de dire l'objectif de nos marques, c'est d'être dans l'extraction des effets utiles. C'est comment, moi, marque, j'accompagne mon client à utiliser le plein potentiel du service ou le plein potentiel du produit qu'on a acheté chez moi pour pouvoir répondre à un besoin.
intrinsèque. Et là, je pense que le service client et le service réclamation client en particulier, parce que c'est à ce moment-là où le client se rend compte, soit il a un produit qui est défectueux, soit il se rend compte qu'il n'est pas en capacité d'utiliser pleinement effectivement ce qu'il est venu acheter. Et donc, c'est là justement à notre ange gardien, entre guillemets, de se réveiller, de sortir un peu l'image de notre bon génie avec 3 choses qui sont, peut-être une question... Les 3 vœux du bon Peut-être, génie. ça peut être les 3 vœux du bon génie, et effectivement. Et je pense que cette notion d'ange gardien, il y a 2 choses. À mon avis, il y a l'accessibilité, c'est-à-dire en gros, c'est beau de dire on sera là tout le temps, on sera là partout, mais c'est d'être réellement disponible. Et donc, comment je fais en sorte que le client qui est justement dans une espèce de déshérence sache que je suis présent pour lui. Et donc, il y a une question d'accessibilité, il y a une question de lumière, finalement. Il y a une question presque d'aile, c'est de donner de la lisibilité. C'est en gros, et c'est un échange qu'on a eu pas plus tard encore, qu'il y a une dizaine de jours à l'occasion d'une de nos conventions. Il y a 2 choses. Soit on cherche à aller très vite, et rapidité et précipitation. Souvent, le client, ce qu'il attend, c'est pas qu'on réponde forcément dans un temps hyper court. On trouvera toujours quelqu'un qui répondra plus rapidement que nous. Donc, le point, c'est plutôt de faire prendre conscience au client qu'on est réellement là. On est réellement là pour lui, de lui donner de la lisibilité, de l'accompagner. Et donc là, on reprend notre image de l'ange gardien, une question de lumière, une question d'aile, on va le protéger, on va l'accompagner. Et puis dans certains cas, également de manier l'épée, certaines fois en interne, avec des process qui sont complètement bizarres. Et donc ça passe, pour répondre plus précisément à la question, le management ou la gestion de la réclamation client, je pense que c'est se rendre accessible par rapport à l'entreprise. 2, de lui donner de la lisibilité par rapport à ce qu'on va faire avec lui et pour lui. Et puis, il y a également, évidemment, un sujet, je pense, qui a dû être abordé ce matin de bout en bout par Guillaume, c'est comment, moi, entreprise, je suis garant de donner les clés du camion à mes collaborateurs. Et donc, qui vais-je recruter? Et ça, je pense que c'est le problème, à mon avis, de nos entreprises pour les mois et les années à venir, c'est la difficulté qu'on va avoir à trouver les talents, pour prendre un mot très pompeux, mais qui est ni plus ni moins que trouver des personnes qui soient capables, qui aient les prédispositions, qui aient les compétences, qui aient l'appétence et l'envie d'accompagner effectivement des personnes paumées. Et donc, à nous, entreprises, comment on travaille justement ce que Daniel a wordé, défini comme étant la culture client, c'est ces croyances et ces valeurs partagées qui font réellement de la satisfaction, ce fameux objectif majoritaire pour l'entreprise principale. Et ça, je pense que c'est le vrai challenge. Et je pense que c'est vraiment ça les enjeux du management de l'insatisfaction client. C'est je me rends accessible, je donne de la lisibilité et surtout, je donne les moyens à mes équipes. Sur un plan matériel, c'est une chose, mais également comment je leur donne de la délégation, comment je leur permets de répondre en autonomie, comment je les forme, comment je les accompagne. Et l'actualité est suffisamment douloureuse pour nous rappeler qu'ils sont dans des situations qui ne sont pas forcément faciles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc le challenge, à mon avis, est plus devant que derrière. Effectivement, du coup, merci déjà pour ces clés. Si on s'intéresse à la culture client, en termes d'orientation client, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager, Julie, avant qu'on aborde, du coup, parce que tout notre échange là, ça vient appuyer effectivement l'importance de transformer l'insatisfaction en levier business, et puis on va venir le prouver avec des chiffres factuels. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais peut-être nous illustrer ou nous partager une bonne pratique qui a été mise en place à la Compagnie des Alpes pour diffuser cette culture client, pour l'infuser, pour s'assurer que on embarque les différentes équipes? Oui. Alors oui, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais tu parlais quelque part d'accessibilité, Marie-Louis, plutôt rendre l'entreprise accessible aux clients. Je pense aussi qu'on a tout un travail à faire sur rendre le feedback accessible à l'ensemble des collaborateurs. Et c'est ce qu'on a commencé par faire, si je dois citer une bonne pratique, en mettant finalement un portail, tout simplement un portail en place qui permet à l'ensemble des collaborateurs dans les stations d'accéder au feedback client tout au long de la saison. Donc de lire vraiment des verbatim, encore une fois, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, on ne filtre rien, mais donc d'avoir finalement un petit peu ce contact client qui est maintenu en permanence. Et c'est une façon de nourrir un petit peu la culture client. Puisque selon les métiers, il y a des personnes qui voient sur les pistes, qui vont voir les clients au quotidien, et puis d'autres qui sont un petit peu plus dans des métiers en back-office et qui les voient moins. Donc c'est une façon finalement de diffuser un petit peu la culture client. Et dans la même lignée, on essaie de favoriser aussi le partage de tous ces feedbacks clients, des enquêtes clients quelles qu'elles soient, de satisfaction client ou d'autres sujets, avec les acteurs qui œuvrent sur un territoire de montagne, qu'ils soient dans le périmètre Compagnie des Alpes ou en dehors de ce périmètre-là.
Et du coup, par rapport à tout ce qu'on disait, je pense que voilà, on est tous plus ou moins convaincus, on va dire plutôt plus, de l'importance de traiter cette insatisfaction parce que derrière, il y a plein de bénéfices, dont le fameux bénéfice business. Et du coup, Julie, tu as participé, alors il y avait des travaux académiques, mais derrière, il y a eu un groupe de travail de mise en pratique autour du complaint model qui finalement vient prouver un petit peu des choses qui existent et qui sont partagées par beaucoup de monde. Tu peux nous en dire un petit mot ? Oui, bien sûr. Déjà sur le principe, et puis après on l'illustrera. Oui, On va vous parler un petit peu théorie, concept, et puis après vraiment de vous l'illustrer avec des chiffres concrets que tu as eu la gentillesse de nous partager spécifiques à la Compagnie des Alpes. Oui. Alors déjà, peut-être pour introduire le Complait Model, c'est un modèle qui a été mis en place par Daniel Ray et William Sabadi et qui permet de faire le focus vraiment sur l'insatisfaction client et les clients qui vont rencontrer un problème. Donc concrètement, ce sont quelques questions, 4-5 questions que l'on va adresser à nos clients. Et donc ces questions, pour être plus concrètes, la première, c'est tout simplement de demander aux clients s'ils ont vécu un problème au cours de leur expérience. Donc je vais ramener par rapport à mon domaine. Donc concrètement, c'est avez-vous vécu un problème au cours de votre séjour dans la station de La Plagne, par exemple. Donc ça, c'est le premier élément. Et le sujet après, c'est de se dire, OK, quand j'ai une personne qui est en face de moi qui a rencontré un problème, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Est-ce qu'elle en parle ou est-ce qu'elle garde le problème pour elle? C'est le fameux point dont tu parlais tout à l'heure en disant on a beau avoir une réputation de râleur, c'est pas pour autant que dès qu'en tant que consommateur on a une insatisfaction, on va décrocher notre téléphone ou envoyer un mail pour contacter le service client. C'est ça. Et là, l'idée, c'était vraiment de le quantifier. C'est vraiment toute l'idée. C'est-à-dire que si le problème est exprimé, il faut qu'on sache auprès de qui. Alors parfois, le problème, il est exprimé par le client, mais jamais finalement à la station. On a toute une partie de nos clients qui vont peut-être faire part de leur insatisfaction ou de la difficulté qu'ils auront pu rencontrer à leurs amis, à leurs proches, etc., sans pour autant en faire part à la destination. Et là aussi, je vous invite à vous projeter un petit peu dans votre quotidien. Finalement, quand on peut citer une expérience au restaurant, parfois on a un plat qui ne nous plaît pas du tout, qui arrive froid, etc. Certaines personnes vont le signaler immédiatement au serveur, d'autres absolument pas, mais par contre derrière, elles peuvent détruire complètement la réputation du restaurant, quoi. Donc le Complait Model, c'est vraiment ça, c'est identifier les personnes qui ont vécu un problème, première question. Deuxième question, c'est savoir si elles ont exprimé ce problème finalement, est-ce qu'elles ont émis une réclamation auprès, pour le coup, de la destination. Troisième question, on cherche à savoir si la destination a répondu au client qui a émis une réclamation. Et est-ce que sa réclamation a été prise en compte en fait par l'entreprise? Tout simplement, est-ce que le client a reçu une réponse? D'accord. Quelle que soit cette réponse, que ce soit une réponse où au final, où tout simplement on dit que le problème est en cours de traitement, c'est une réponse. C'est déjà, moi client, j'exprime un problème, la destination, est-ce qu'elle me dit OK, ton problème il est tel qu'il est, on va le traiter, est-ce qu'elle résout immédiatement le problème, basique, est-ce qu'ils ont la courtoisie de répondre? Et quand on a une réponse, quand le client nous dit avoir reçu une réponse, on va évaluer sa satisfaction vis-à-vis du traitement de cette réclamation. Donc concrètement, il y a à minima 4 questions qui, chez nous, ont été ajoutées à notre baromètre de satisfaction et qui nous permettent de mesurer ce que je vous dis. Est-ce que le client a vécu un problème? Est-ce qu'il l'a signalé? Est-ce que la station lui a répondu? Et quelle est sa satisfaction ou son insatisfaction vis-à-vis du traitement de cette réclamation? On va vous partager du coup ce que vous avez mis en place à la Compagnie des Alpes. Juste une petite précision, Daniel Ray explique bien quand il présente son complaint model, il part d'un modèle dont il dit qu'il est fictif mais réaliste. Je crois que je transforme pas trop ses propos, parce qu'il explique bien que finalement, il faut que c'est à chaque entreprise de déterminer son complaint model et de déterminer, alors les indicateurs clés restent les mêmes, mais c'est ce que tu disais, c'est ensuite à chaque entreprise de voir de quelle manière elle va tourner ces questions en lien avec son activité, sa spécialisation ou ses... D'habitude, notre ami Daniel dit fictif mais réaliste parce qu'il prend des ordres de grandeur. Là, le complaint model que vous allez découvrir, c'est le vrai complaint model de la CDA, donc il est réaliste et réaliste celui-là. Voilà, absolument. Et du coup, hop, on va vous... Alors, c'est pas en animation, mais du coup, je te laisse nous le commenter.
Oui. On va prendre, en fait, il y a beaucoup de chiffres là qui sont affichés à l'écran. On va y aller tranquillement on va prendre de ligne à gauche à ligne droite. sans pour autant commenter chacun de ces chiffres. Mais donc, je vous disais, le premier sujet, c'est d'identifier si la personne, le client, a eu un problème au cours de son séjour. Donc, c'est la première question qu'on lui pose. Et donc, on va s'intéresser déjà à la toute première ligne, donc les personnes qui nous disent ne pas avoir ressenti ou vécu un problème au cours de leur séjour. Et donc, ces personnes-là, on essaie pour avoir un peu un étalon, on va regarder finalement leur niveau de satisfaction globale. Alors, quand je parle de satisfaction globale, je fais le parallèle avec justement l'effet waouh et toute la stratégie de très grande satisfaction client qui est mise en place au niveau de la Compagnie des Alpes. On va regarder vraiment la part de ceux qui vont évaluer leur séjour 9 ou 10 sur 10, donc vraiment les meilleures notes. Donc, vous voyez que pour les personnes qui n'ont pas vécu de problème au cours de leur séjour, ce taux de clients enchantés, cette part de clients enchantés, elle est de 51%. Ensuite, on va considérer leur NPS qui s'élève à 55. Oui, il y a un petit souci d'affichage à l'écran, mais donc 55. Et leur intention de revisite, là aussi, on s'intéresse vraiment aux personnes qui ont certainement l'intention de revisiter la destination, qui est de 62%. Donc déjà, des ratios qui sont très élevés, qui font plaisir aussi à voir, mais ça, c'est la ligne étalon. Maintenant, on va s'intéresser aux autres cas. Donc, au final, les personnes qui disent avoir ressenti un problème au cours de leur séjour. Et donc, question d'après, on cherche à savoir si ces personnes-là ont signalé leur problème à un professionnel de la destination. Et donc, vous voyez qu'il y a plus de la moitié des personnes qui disent avoir vécu un séjour qui ne le déclarent pas, ou du moins pas un professionnel de la destination. Confère un petit peu ce que je disais tout à l'heure, peut-être qu'elles en ont parlé à leurs proches, etc., mais elles ne l'ont pas signalé. À la marque. Donc ça, c'est une première information qui est très importante, c'est qu'au final, plus de la moitié des clients qui ont vécu un problème le gardent quelque part pour eux, en tout cas ne nous en font pas part. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si on fait le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire si on s'intéresse à leur niveau de satisfaction globale, au NPS et à l'intention de revisite, on va voir qu'on a des ratios qui chutent de façon assez considérable. Donc, par exemple, au niveau de la satisfaction globale du séjour, on va perdre près de 20 points au niveau de la part de clients qui sont enchantés. Au niveau du NPS, on perd 25 points. Donc, on voit vraiment qu'on a des ratios qui chutent immédiatement. Et l'intention de revisite également qui va perdre 10 points. Donc là, on fait l'exercice sans le valoriser en euros, en tout cas avec ce que je vous affiche là, mais on arrive à voir que ça a un impact aussi vraiment économique après derrière pour nous. Troisième cas, si on poursuit l'exercice, c'est qu'on va s'intéresser cette fois-ci aux personnes qui ont le sentiment d'avoir rencontré un problème au cours de leur séjour, mais cette fois-ci qui l'ont signalé à un professionnel de la destination. Et la question qu'on pose après, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est avez-vous obtenu une réponse suite à cette réclamation? Et là, vous voyez qu'il y a une part importante aussi des clients qui disent ne pas avoir reçu de réponse. Et à nouveau, quand on considère les ratios, ça chute encore plus. On va perdre énormément de points sur la part d'enchanté, sur le NPS et sur l'intention de revisite. À l'inverse, quand on poursuit et qu'on va tout en bas finalement de ce graphique, si on considère les personnes qui ont eu un problème, qui l'ont déclaré, à qui on a répondu et qui évaluent leur satisfaction de façon très bonne vis-à-vis du traitement de la réclamation, vous voyez qu'on va arriver sur une part de clients qui se disent enchantés de 60%, un NPS qui passe à 75%. Du coup, finalement, à ceux qui n'auraient pas vécu de... Exactement. Et une intention de revisite qui est également bien supérieure à ceux qui n'ont pas vécu de problème du tout. Donc, tous ces chiffres, je vous l'ai dit, je ne vais pas intégralement vous les commenter, mais ils montrent que, premier point, on a déjà des efforts à faire vraiment pour capter quelque part les réclamations. Quand on sait qu'il y a plus de la moitié des réclamations qui ne nous arrivent pas, ça c'est le premier point et c'est un enjeu très fort pour nous. Le deuxième point, c'est finalement de s'améliorer sur le traitement de ces réclamations. Quand un client déclare son problème, on se doit quelque part de lui répondre. Et ce que montrent les chiffres que l'on a là, c'est que au mieux on arrivera à traiter finalement ces réclamations, au plus ce sera bénéfique à la fois pour le client lui-même,
par rapport au séjour qu'il vit, à ses vacances, etc. Mais également économiquement pour nous, puisqu'on voit qu'on a une intention de revisite bien plus élevée, un NPS bien plus élevé, par exemple. Effectivement, moi je trouve que tout ce que tu viens de nous présenter, ça vient bien appuyer et prouver, chiffres à l'appui, tout ce qu'on évoquait. La partie d'angle mort, c'est ce que tu disais de ces clients mécontents qui ne se manifestent pas. Et c'est important d'avoir conscience, je pense, pour les marques de ces angles morts. Ça prouve aussi ce qu'on disait au début de notre échange. Finalement, traiter de l'insatisfaction avant de s'occuper du haut de la pyramide, si on s'occupe du basique, ça peut créer cet effet waouh, puisqu'on voit bien que sur ce que tu nous présentes, que ce soit en fait sur l'ensemble des indicateurs, le niveau de satisfaction, le taux de recommandation avec le NPS ou l'intention de revisite certaine, cet effet waouh, on le voit bien, puisqu'on est même supérieur à quelqu'un qui a vécu finalement une expérience sans aspérité, sans anicroche. Donc, Ça là-dessus, moi pour bien enfoncer le clou, la notion de faire du positif et démontrer le positif, ça je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, ne serait-ce que sur un plan psychologique. On avait découvert en début d'année par le docteur Rodet que si on a plus de 2/3 d'informations négatives dans l'univers professionnel, on vrille. Voilà, non mais c'est comme ça. Et Daniel parle aussi d'une orientation réclamation client. Qui est en fait de faire de la réclamation client une opportunité. Et là-dedans, il n'y a vraiment aucun masochisme, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve au Georges V, où à l'occasion notamment de la présentation du livre Culture Client, était intervenu notamment le patron du Georges V, et qui nous disait que pour lui, en fait, les journées consistaient à identifier un maximum de réclamations. Donc on voit bien que c'est une orientation réclamation qui va un peu en versus un petit peu l'orientation enchantement client. Et notamment Daniel et William avaient travaillé sur la catégorisation d'orientation client. Et il y a une orientation excellence client qui fait que très rapidement en fait, l'entreprise va masquer tout ce qui est de l'ordre de l'imperfection et de la réclamation et de l'insatisfaction parce que chacune d'entre elles est identifiée comme une gifle faite à l'organisation et aux personnes qui composent. Et donc en fait on tord et on part très rapidement dans le bas-fossé parce que la réclamation est presque vécue comme quelque chose d'horrible, d'insupportable. Alors qu'à contrario, il y a une orientation qui elle est réclamation client, c'est ce que nous disent justement ces deux universitaires, et qui font qu'on n'est pas là pour se complaire évidemment dans la réclamation et le masochisme, mais bien de dire il nous faut faire feu de tout bois et donc d'identifier toutes les insatisfactions, tous les irritants, les frustrations vécues par nos clients pour pouvoir les intégrer, les améliorer. Et c'était ni plus ni moins ce que nous racontait effectivement le DG du Georges V, dont j'étais assez surpris de voir à quel point effectivement, et pourtant le Georges V, on a été meilleur hôtel du monde, je crois 5 années de suite. Donc on pourrait se dire, bon la réclamation c'est un autre sujet, ils sont dans l'enchantement, mais paradoxalement, ils sont dans l'enchantement permanent en passant par la réclamation. Et c'est vrai que ce témoignage était assez éclairant là-dessus aussi. Du coup, je vois que le temps file vite. On arrive à la fin de nos échanges, en tout cas à tous les trois, parce que l'idée, c'est de garder un petit peu de temps pour les questions. Mais du coup, avant de conclure, moi, j'aimerais vous demander à tous les deux vos projets pour 2023. On va déjà se projeter un petit peu plus. 23, on va vous souhaiter une bonne saison de ski, bien sûr, mais ça fait partie du projet d'ailleurs. Hein, la neige, tout ça, mais voilà. Peut-être en commençant par toi, Marie. Oui. Tout à l'heure, j'évoquais la difficulté, je pense, à venir d'être réellement là où nos collaborateurs et les équipes nous attendent. C'est-à-dire qu'on sait que ça devient de plus en plus raide dans les relations entre les clients et nos marques, notamment quand ça se passe mal, donc dans la réclamation client. Donc là, il ne s'agira pas de faire preuve de lâcheté, mais faire preuve d'exemplarité, je pense, et d'être réellement au soutien. Et donc dans ce cas-là, notamment, on a lancé un groupe de travail qui est sur ce sujet de la théorie de la justice avec un autre académique qui est Christophe Benavent. Nous, on a une autre actualité qui répondra en partie à ce sujet, parce qu'on a la 2e édition du bouquin Management de l'insatisfaction client, qui embarque notamment les enseignements d'un groupe de travail qu'on avait mené avec d'autres académiques encore, de Neoma Business School, sur le comportement déviant, j'en dirai pas plus, mais et qui comporte notamment la notion d'incivilité et qui apporte des clés qui sont assez claires. Non. Et puis après, plein d'autres projets, des conventions, plein de trucs, mais du courant, j'ai envie de dire. Voilà. Et côté Compagnie des Alpes ? Alors côté Compagnie des Alpes, oui déjà il y a l'actualité du moment, la neige qui est là, qui tombe, qui est bien tombée cette semaine. Donc on a déjà hâte d'accueillir de nouveau les clients pour la saison qui s'entame là.
Après, par rapport à des projets, il y en a toujours beaucoup. Par rapport au sujet du jour, on vient d'évoquer le Complete Model. Aujourd'hui, ça fait office de diagnostic pour nous, ce Complete Model. C'est-à-dire qu'on arrive à mesurer les choses, à valoriser finalement tout le potentiel qu'il y a, à mieux traiter finalement la réclamation. Je vous le disais, avec un enjeu sur mieux capter les réclamations, mieux les traiter derrière. Et donc, un des projets de l'année, c'est d'arriver à mettre en place une organisation pour évoluer sur ce sujet, suite à cette première étape qui était déjà de mesurer et de valoriser les choses. C'était déjà dans le cockpit et maintenant ça passe dans le cockpit pilotage. C'est-à-dire que là, on voit où on en est. C'est vraiment une prise de température. On sait qu'on a des progrès à faire et derrière, ça veut dire une organisation à mettre en place en termes de moyens humains, il y a peut-être aussi des sujets dans l'analyse de toutes ces réclamations. On se rend compte qu'il y a des sujets qui peuvent être récurrents. Et donc, au final, au lieu d'attendre que le problème survienne et d'avoir à favoriser une réclamation et la traiter, etc., il y a certains points qu'on peut anticiper peut-être pour éviter finalement complètement le problème et donc éviter la réclamation et satisfaire le client d'emblée. Donc ça, c'est un des gros sujets à venir sur les thématiques que l'on évoque aujourd'hui. Et puis peut-être pour compléter, un autre sujet par rapport au feedback client, plus globalement, on a beaucoup d'études, beaucoup de matières en interne, et donc pour nourrir la culture client en interne et en externe aussi vis-à-vis de nos partenaires, on a tout un travail à compléter encore pour mettre encore plus à disposition de tous en fait les feedbacks clients pour que ça serve au quotidien de chacun. Bon, des beaux projets en perspective pour vous deux. Si je vous demande de manière très synthétique votre mot de la fin, ce que vous retenez de nos échanges. Eh ben, je vais commencer. Allez. Mot de la fin, moi je dirais, un des premiers points, c'est déjà d'écouter, finalement, d'écouter ce que les clients ont à dire, de faire preuve d'humilité par rapport à tout ça, c'est-à-dire de prendre tous les feedbacks, comme on l'a dit, les bons feedbacks, les moins bons feedbacks, dans le sens positif ou négatif, et puis de les traiter et surtout d'essayer de traiter les choses dans l'ordre, de ne pas commencer, puisqu'on parle d'effet waouh aujourd'hui, de ne pas s'atteler uniquement à aller chercher cet effet waouh, mais pour y arriver, à partir de la base, être très solide sur nos basiques et puis remonter la pyramide de petit à petit pour aller chercher l'enchantement client. Voilà. Julie a tout dit. Magnifique. Non, juste pour dire que l'expérimentation, plus que expérimentation, le test grandeur réelle qu'a réalisé Julie se vérifie dans d'autres secteurs, puisqu'on a mené aussi au sein de l'association pour le compte de Decathlon et de Maïf, on a des chiffres qui sont publics par ailleurs, donc il n'y a rien de caché, mais Decathlon, pareil, on s'est rendu compte que le panier moyen était supérieur post-bon traitement de la réclamation. Chez Maïf, on tombait à une radiation à 0% sur tout ce qui touchait la réclamation avant-vente. Donc on voit bien que quel que soit le secteur, quand c'est bien fait, transformer le pépin en pépite, c'est possible. Et je reviendrai à ce que disait, simplement, voilà, il faut bien aller capter les pépins. Et donc ça requiert de ne pas être uniquement dans une démarche d'excellence. Et bien sûr qu'il faut aller vers le mieux qu'on peut. Mais en tout cas, voilà, d'être conscient, ce qu'évoquait l'une de vous deux tout à l'heure, qu'on est perfectible, et c'est de cette perfection qu'on peut trouver de quoi rupter ou être particulièrement différenciant demain sur le marché. Du coup, Chantal, je vais te céder la parole. Alors, je vais rebondir d'ailleurs, parce qu'une question rejoignait ce qu'était en train d'expliquer Marie-Louis. Alors, je vais d'abord poser ma question à moi, qui va vous permettre de gagner le livre Culture Client de Guillaume Antonietty et de Daniel Ray. Elle va être simple. Nous avons nos amis de La Marque sur le plateau, une association qu'on connaît bien. Donc, je vais vous demander de vous mettre devant vos PC et vos claviers et de taper le plus rapidement possible que signifie le sigle AMARC. À vos claviers, et en attendant, je vais poser quelques questions. Alors, je vais poser la première que j'avais eue de Nathalie, mais qui a déjà un petit peu répondu. Marie-Louis, combien d'entreprises ont déjà mis en pratique ce Complete Model ? Et puis des noms éventuellement, mais tu as commencé à les citer. Non, alors on est sur des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines. On a parlé de Decathlon, on a parlé de Maïf, on aurait pu parler d'Orange, on aurait pu parler de SNCF. Je sais que le modèle a été présenté au mois de juin, et depuis on a des dizaines et des dizaines d'entreprises qui l'ont déployé. Donc, il a fait de nombreux petits. Oui, il a fait de nombreux petits. Oui. La carte famille nombreuse peut être récupérée au guichet. Donc ça va être pour la Compagnie des Alpes, et c'est Colline qui a posé plusieurs questions, qui n'en font qu'une en réalité.
Pour la Compagnie des Alpes, faites-vous une étude sur les clients qui n'ont pas eu de problème, mais qui laissent un NPS en dessous de 9 ? Donc elle expliquait, hein, je complète un petit peu, elle disait « Je vois un NPS de 55 pour les clients qui n'ont pas eu de problème identifié. Est-ce que la Compagnie des Alpes va aussi analyser les retours de ces clients qui notent une insatisfaction sans l'identifier comme problème ?» Que 55. Oui, alors... Mais tu devras avoir honte, Julie Charrier, mais enfin... Non, mais pour répondre à Colline, donc on s'intéresse en fait à l'intégralité de nos clients. Donc là, on a fait un focus par rapport au complaint model sur ceux qui disent vraiment avoir rencontré un problème. C'est une question très spécifique, c'est pas juste de l'insatisfaction, c'est au cours de votre séjour, avez-vous vécu un problème? Et dans ce cas, ils nous le décrivent, etc. Mais oui, on s'intéresse à tous les clients, y compris à ceux qui ont... d'autres ratios que ceux qui sont présentés ici. Et pour chaque, finalement, cible de clientèle, on va essayer d'identifier ce sur quoi il faut qu'on s'améliore parce que ça a un impact très important sur leur expérience globale. Merci. Il y a Isabelle qui demande à Julie « Qu'avez-vous trouvé de plus compliqué dans l'utilisation du complete model? Des conseils pour faciliter cette utilisation ?» Alors, je dirais que rien, finalement. C'est pas très compliqué. Ce qu'il faut, c'est le mettre en place. Je vous l'ai dit, ça tient en quelques questions. Donc, il faut juste, entre guillemets, poser ces questions. Alors, nous, on a fait le choix de les intégrer à un baromètre de satisfaction qui est global et qui s'intéresse à toute leur expérience client. Et puis derrière, c'est finalement se poser pour l'analyse. Et presque pour moi, l'enjeu derrière, c'est vraiment d'arriver à actionner quelque chose derrière et de changer les organisations, les pratiques pour mieux traiter les choses, quoi. Alors, de manière plus pratique, on me demande, le complete model se traduit-il par une enquête spécifique, en plus des enquêtes à chaud habituelles, ou est-ce que ça les remplace? Et à quel moment du parcours est-ce que cette enquête est envoyée via quel canal? Ok, donc je prends la question également. Mais tu peux commencer voilà, et puis on viendra t'épauler. Donc, du côté de la Compagnie des Alpes, ce sont des questions qui sont intégrées à un baromètre de satisfaction qui est existant, qui s'intéresse à toute l'expérience vécue par nos clients. Donc, c'est un baromètre qui est adressé aux clients à l'issue de leur expérience. On attend que leur expérience soit terminée pour les interroger. Et donc, ce n'est pas quelques questions qui vivent à part, c'est vraiment intégré à un questionnaire de satisfaction qui couvre toute l'expérience. Et sans vouloir faire le ventriloque, mais je vais quand même le tenter, on a eu trois types de mise en place de complaint model qui ont été présentés en juin à la marque. La voie royale qui est celle utilisée par Julie, c'est on rentre dans le baromètre global. Décathlon, de mémoire, il y avait un POC, donc on était vraiment parti de manière très ciblée sur une étude. Et puis ensuite, pour nos amis de Maïf, ils avaient fait un complaints model à froid, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient partis sur des datas existantes et qui leur avaient permis de reconstituer effectivement toute l'arborescence qu'on peut voir sur le graphisme. Voilà. Et c'est ce qu'on disait un petit peu, finalement, le complaint model, c'est un principe. Derrière, c'est à chaque entreprise de voir comment elle veut le faire vivre, parce que je crois que la question portait aussi sur quel canal et quel moment. Ça va dépendre, bien évidemment, du type de clientèle que vous avez, du type de service ou de produit que vous faites vivre. Ça, après, derrière, l'idée, c'est de trouver vraiment la manière d'interroger qui convient à votre organisation, à votre système. Oui. Une autre petite question de Sylvia. Comment faire comprendre à sa direction, au commerce, au marketing, que la prise en compte de retours négatifs permet de fidéliser et d'apporter du business? J'ai envie de dire, la réponse pour moi est sur le graphique. C'est-à-dire que là, c'est un exemple, l'exemple de la Compagnie des Alpes. On voit bien qu'un client qui est insatisfait, dont on prend en compte la réclamation qu'on traite et qu'on traite bien, on arrive à un taux de recommandation, à un taux de réachat, un taux de satisfaction globale qui est supérieur à un client qui n'aurait jamais rencontré d'incident dans son parcours. Donc je pense que là, la démonstration, elle est faite par les chiffres. Par les chiffres. Là, il n'y a pas d'interprétation possible. Après, il n'y a rien de plus sûr que de faire boire quelqu'un qui n'a pas soif. Oui, moi, j'allais dire, on peut même aller encore plus loin parce que parfois, un NPS et une intention de revisite, ça va parler à certains publics, mais d'autres vont se dire oui, mais quand même,
on ne va pas jusqu'à l'euro. On arrive à aller plus loin que ça et à vraiment valoriser en travaillant à partir de paniers moyens clients, etc., le manque à gagner ou le potentiel justement que ça représente sur le plan économique, avec des euros sonnants et trébuchants. C'est vrai que moi j'ai souvenir que c'est quelque chose que tu avais présenté, tu avais fait quelques hypothèses en fait. J'ai en tête aussi Decathlon qui était allé jusqu'au calcul du panier moyen et je pense notamment aux présentations pour convaincre des comités de direction ou des DG. Souvent c'est plus facile quand on passe par le chiffre d'affaires et effectivement arriver jusqu'au panier moyen en prouvant voilà, un client dont on n'a pas traité la réclamation et un dont on a traité, finalement on a un gain de plus 10, plus 20, plus 50% de panier moyen. Et qu'on met en face derrière ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires, en général, c'est assez probant. Et généralement, le contrôle de gestion, comme le DAF, voit différemment. Alors, une petite dernière question, puisque là, on arrive vraiment à la fin. En attendant, je félicite Estelle Dubois, qui a été la première à nous répondre que la marque, c'est effectivement l'association pour le management de la réclamation client. Validé. Voilà. Bravo. Et puis la dernière question, ce sera la mise en place du Complete Model a-t-elle entraîné de nouvelles pratiques ou organisations ? Tu veux donner ton témoignage perso? Est-ce que... Alors moi, ce que je peux te dire, en tout cas concernant notamment Decathlon, à l'époque, ça avait permis d'avoir des liens beaucoup plus... Ça avait provoqué des échanges, notamment entre le département relations clients, expérience client et tout ce qui est des data scientists. C'est-à-dire que souvent, nos entreprises travaillent en silo. Je pense que cette marque numéro 1 des Français ne fait pas exception. Et voilà, ça avait permis de créer des traits d'union et qui ont été les débuts d'un chemin qu'ils ont pu amorcer à cette occasion-là. Donc oui, en cela, la mise en place d'un Complete Model permet effectivement de revisiter un petit peu nos organisations qui travaillent trop souvent dans des couloirs de nage côte à côte. Je propose qu'on conclue là-dessus. Un grand merci de nous avoir suivis. Un grand merci à vous deux. C'était un plaisir vraiment d'avoir cet échange avec vous. Et puis, on vous dit à très vite. Merci beaucoup. Merci.